Rebonjour. Alors, je réponds à la question sur l'incidence fiscale en, en reprenant quelques éléments du programme de microéconomie de première année, en fait. Et donc, j'utilise les graphiques que j'emploie avec vos camarades en micro. Je vous propose de commencer par revenir sur l'effet d'une taxe sur un marché. Et donc, c'est ce que vous montrent les deux graphiques que vous avez en parallèle avec, dans un cas, donc, la taxe payée par les offreurs, dans l'autre cas, la taxe payée par les demandeurs. Donc, imaginons que vous ayez, alors c'était l'exemple, hein, on est sur, sur le marché du vin, et vous imposez une taxe qui est déclenchée par la vente d'une bouteille de vin, qui dans un cas sera versée par les producteurs de vin à l'État, et dans l'autre cas, versée par le consommateur à l'État. À gauche, donc la taxe, elle est payée par les offreurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous allez avoir un déplacement de la courbe d'offre en rouge plein vers la courbe d'offre en rouge pointillé suite à l'introduction de la taxe. Ça peut s'interpréter de manière assez simple, hein. Si vous prenez un point sur le graphique, là par exemple, j'avais indiqué le point 70 bouteilles. Les producteurs étaient prêts à produire 70 bouteilles pour un prix de 80 euros. Si vous imposez une taxe de 25 euros par bouteille, c'était mon exemple, eh bien ça signifie que désormais les producteurs exigeront un prix de 105 euros pour produire cette quantité de bouteilles de vin. Donc, ils répercutent la taxe dans leur prix et cela conduit à un déplacement de la courbe d'offre vers la gauche et vers le haut. Inversement, donc si on passe à droite, hein, lorsque ce sont les consommateurs qui payent la taxe, eh bien c'est la courbe de demande qui se déplace vers la gauche. Le raisonnement, c'est que si les consommateurs étaient prêts à acheter 80 bouteilles à un prix de 115 euros, désormais, sachant qu'ils devront payer 25 euros de taxes à l'État, ils ne sont plus prêts qu'à proposer 90 euros pour acheter euh, ces 80 bouteilles de vin. Autrement dit, leur disposition à payer a été réduite du montant de la taxe. Donc, lorsque vous avez une taxe qui est payée par les offreurs, vous avez un déplacement de la courbe d'offre vers la gauche. Lorsque vous avez une taxe qui est payée par les demandeurs, vous avez un déplacement de la courbe de demande vers la gauche. Au niveau de l'équilibre du marché, qu'est-ce qui se passe? On passe donc de la situation initiale où vous aviez un équilibre qui était à l'intersection de la courbe d'offre et de la courbe de demande dans les deux graphiques, à une nouvelle situation où vous allez avoir un décalage entre le prix reçu par les producteurs et le prix payé par les consommateurs. Ce décalage, cette différence, elle est égale à la taxe. En effet, l'équilibre, il se déplace de ce point d'intersection à ce point d'intersection, ce nouveau point d'intersection entre la nouvelle courbe d'offre avec la taxe et la courbe de demande qui ne s'est pas modifiée dans le cas donc à gauche où la taxe est payée par les offreurs. Les quantités échangées sont moindres et le prix est plus élevé. On est passé, dans mon exemple de 70 bouteilles, on était passé de 80 euros à 105 euros. Donc le prix payé par les consommateurs, il a augmenté. Il est désormais de 105 euros. Mais attention, le prix reçu par les producteurs, le montant reçu par les producteurs, lui n'est que de 80 euros. Donc lui, il est beaucoup plus faible de 25 euros et il est plus faible que le montant qu'il recevait lorsque l'on avait un équilibre sans taxe, hein. Donc on a une baisse des quantités échangées, un prix plus élevé pour le consommateur et un prix plus faible pour le producteur. Si vous allez sur le graphique de droite, dans le cas donc où la taxe elle est payée par les consommateurs,
donc c'est la courbe de demande qui s'est décalée vers la gauche, on est passé de ce point d'équilibre-là à ce point d'équilibre-là. Donc, les quantités à nouveau échangées ont diminué et le prix a baissé. Mais quel prix a baissé? C'est le prix que les producteurs vont pouvoir recevoir pour la nouvelle quantité échangée qui a baissé. En revanche, si l'échange se fait à un prix plus faible, le montant déboursé pour une bouteille de vin par les consommateurs, lui, il est plus élevé, puisqu'à ce nouveau prix qui est là, il faut rajouter la taxe qui est là, et vous aboutissez donc à ce montant, en réalité, qui est payé par le consommateur. Donc, l'imposition d'une taxe sur les échanges de bouteilles de vin conduit à une diminution des quantités échangées, et à l'apparition, entre guillemets, d'un double prix, un prix payé et un prix reçu. En termes de bien-être, quel effet est-ce que cela va avoir sur le bien-être des consommateurs et des producteurs? A priori, un effet négatif. Les producteurs voient leur surplus diminuer, donc leur surplus aurait été égal dans la situation initiale à un gros triangle, hein, qui est entre la courbe d'offre, le point C et donc la parallèle à l'axe des abscisses qui passait par le point C. Bien désormais, leur surplus, ce sera plus que ce petit triangle, hein, qui sur le graphique correspond à PR, B et puis un point que je n'ai pas indiqué. Pour les consommateurs, c'est la même chose. Vous avez une réduction de leur surplus. Qui était initialement égal donc à un gros triangle sur lequel je passe avec le pointeur, et qui est désormais égal uniquement à ce petit triangle-là. Il apparaît donc, grâce à la taxe, un surplus pour l'État qui correspond aux quantités échangées multipliées par la taxe, donc qui correspond à ce rectangle. Et puis, il apparaît également une perte sèche, c'est-à-dire une perte nette de bien-être pour la collectivité à cause de la taxe. Perte nette qui est provoquée par la réduction des échanges de bouteilles de vin. Et vous vous apercevez que les deux graphiques, que la taxe soit payée par les offreurs ou qu'elle soit payée par le demandeur, se ressemblent énormément. Que l'effet sur le surplus est identique et que la perte sèche est identique surtout. L'effet sur le surplus du producteur et des offreurs est identique parce que j'ai, dans ce graphique, pris un cas particulier où on a une offre et une demande qui forment des courbes à 45 degrés. Et donc, cela explique que vous ayez une parfaite symétrie dans les pertes assumées par les producteurs et par les consommateurs. En revanche, que la perte sèche soit identique dans les deux cas, c'est quelque chose d'assez normal et d'assez commun, quelle que soit la forme des courbes. Voilà, donc je voulais faire ce petit rappel avant de présenter la notion d'incidence fiscale. Donc la notion d'incidence fiscale nous indique la façon dont une taxe va être répartie sur les différents contribuables. Elle nous indique en gros qui va payer la taxe ou qui va principalement payer la taxe. Et la réponse à la question qui va payer la taxe, c'est une réponse qui passe par la notion d'élasticité. C'est le côté le moins élastique du marché qui va principalement payer la taxe. C'est ce que l'on va voir sur le graphique suivant. Donc, sur le graphique suivant, vous voyez que les courbes ne se ressemblent plus. Dans les deux graphiques du haut, vous avez une demande qui est proche de la verticale, donc une demande qui est peu élastique. Inversement, vous avez une offre qui est proche de l'horizontale, donc qui est élastique. Et puis sur les deux graphiques d'en dessous, c'est l'inverse. Ce coup-ci, c'est l'offre qui est peu élastique et la demande qui est très élastique. Regardons ce qui se passe en haut. Donc là, on est dans l'hypothèse où la demande est peu élastique. Mettons que j'impose une taxe qui doit être payée par les offreurs. Se produit le mécanisme que l'on a évoqué plus haut, à savoir un décalage de la courbe d'offre, donc en rouge pleine,
vers une courbe d'offres en rouge également, mais en pointillé. Vous avez une réduction des quantités échangées et vous avez l'apparition d'un décalage correspondant à la taxe entre le prix qui va être payé par le consommateur et le prix qui va être reçu par le producteur. Ce qui est intéressant, c'est de noter la forme des pertes de surplus assumées par les offreurs et par les consommateurs. Vous voyez que la perte globale, que ce soit la perte sèche et la perte qui correspond au paiement de la taxe, est beaucoup, beaucoup plus importante pour les demandeurs, donc ça correspond à ce gros trapèze bleu, que pour les offreurs. Vous voyez ce tout petit trapèze complètement écrasé rouge. Et ce qui est important à retenir, c'est que si on passe donc sur le graphique qui est en haut à droite, que la taxe soit payée par les offreurs ou par les demandeurs, le résultat est strictement identique. Là, donc sur le graphique de droite, j'envisage que vous ayez une taxe qui soit payée par les demandeurs, donc la courbe de demande, eh bien, elle va se décaler vers la gauche. On passe de la courbe de demande bleue pleine à la courbe de demande bleue en pointillé. On voit apparaître à nouveau une réduction des quantités échangées, on voit apparaître à nouveau nécessairement ce décalage égal à la taxe entre le prix qui est reçu par le producteur et le prix qui est payé par le consommateur. Et lorsque l'on regarde la perte de surplus des deux côtés du marché, on s'aperçoit à nouveau que la perte est principalement assumée par les demandeurs, par les consommateurs. Ce qui détermine la taille de la perte de surplus, c'est encore une fois l'élasticité des deux côtés des marchés, l'élasticité respective des deux côtés du marché. Quand la demande est plus élastique, ce sont les offreurs qui payent. Quand l'offre est plus élastique, ce sont les demandeurs qui payent, principalement. Le graphique d'en dessous n'est pas à commenter spécialement parce que ça illustre ce que je dis en imaginant ce coup-ci que vous ayez une offre peu élastique et une demande très élastique. À gauche, la taxe est payée par les offreurs. À droite, la taxe est payée par les demandeurs. Le résultat en termes de perte de surplus est identique. Vous voyez que les surfaces correspondant aux pertes de surplus respectives des deux côtés du marché sont parfaitement superposables. Si on essaye de rendre un peu plus concret ce graphique, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que lorsque vous imposez une taxe à des gens qui ont la possibilité d'y échapper en changeant de pays ou en changeant d'activité, il y a de fortes chances pour qu'ils ne payent pas grand-chose. Et donc, il y a forte chance pour que ce ne soit pas eux qui payent la taxe. C'est pour ça que j'avais pris l'exemple des footballeurs en classe. Donc, si vous prenez le marché du travail du football, ce sera un marché qui ressemble assez fortement au graphique qui se trouve en haut. La demande de travail, elle est assez peu élastique. Il faut quelques centaines de joueurs pour remplir les équipes de foot dans les championnats professionnels. Guère plus qu'une centaine de personnes, mais pas moins non plus. Et donc la demande, elle est relativement fixe. En revanche, l'offre de travail sur le marché du football en France, elle est très élastique. Elle est très élastique parce que si les prix varient, si vous augmentez ou diminuez les cotisations sociales, vous aurez d'énormes mouvements dans la main-d'œuvre. Si vous augmentez les impôts et donc si vous réduisez le salaire que l'on peut verser aux joueurs de football, il y a de fortes chances qu'ils partent en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou dans des destinations encore plus exotiques. Donc, vous avez une très forte élasticité de l'offre de travail sur ce marché du football. Par conséquent, lorsque vous imposez une taxe, même si vous exigez qu'elle soit payée par les offreurs,
en réalité, ce n'est pas eux qui vont la payer. Ça correspond à la situation du graphique qui est en haut à gauche, par exemple. Ce sont bien les demandeurs, ce sont leurs employeurs qui vont payer cette taxe. Concrètement, les footballeurs vont aller voir les clubs et expliquer à leurs dirigeants que soit les dirigeants leur donnent un salaire plus important qui leur permettra de garder le même salaire net une fois que la taxe sera payée, soit ils partent à l'étranger où ils peuvent obtenir ce salaire net euh, aussi facilement qu'en France. Donc, les clubs sont en position de faiblesse, les joueurs sont en position de force, et même si vous demandez à ce que ce soit les footballeurs qui payent la taxe, en réalité, ce seront les clubs qui la paieront par le biais d'un surcroît de salaire qui sera accordé aux joueurs de football pour compenser le paiement ultérieur de la taxe. Une étude de Malka Guillot sur la taxe François Hollande de 75% sur les revenus montre que cette taxe, donc, qui était censée diminuer les revenus des personnes les plus riches et diminuer les inégalités, elle a été payée, semble-t-il, à 70% par les employeurs. Donc ce sont les employeurs qui ont dû augmenter les revenus de ces personnes-là dans une très large mesure pour que ces personnes ne sentent quasiment pas l'effet de cette taxe exceptionnelle à 75% sur leurs revenus. On peut supposer que dans le football, ça a été particulièrement le cas parce que l'offre de travail est en position de force. Donc, ce que nous dit cette notion d'incidence fiscale, c'est que l'élasticité peut déjouer les meilleures intentions. C'est pas parce que vous demandez à un acteur de payer une taxe que vous allez nécessairement diminuer son revenu. Et il se pourrait qu'au contraire, votre intervention ait un effet néfaste sur la situation d'autres personnes. C'est ce que nous dit l'incidence fiscale, et ça nous montre simplement que l'outil qu'est l'impôt doit être manipulé avec la plus grande prudence dès lors que l'on entend l'utiliser comme un moyen de réduire éventuellement les inégalités. Voilà, j'espère que vous avez compris et je vous souhaite un bon week-end.